présente rapidement Frédéric, qui est membre de l'équipe qui a organisé ce colloque, donc du programme transversal Art Sonore de l'Institut AC de Paris 1. Il est docteur en art, artiste aussi, plasticien, musicien, artiste sonore. Il est également co-rédacteur en chef de la revue en ligne L'Autre Musique et du laboratoire du même nom, où on peut trouver des recherches aussi bien de plasticiens, de musiciens que de chercheurs dans un acte créatif, je le cite, libéré et porteur. Il est également l'auteur de 2 manuels d'art plastique qui sont parus il y a quelques années, dont le second tome est consacré au cas particulier de la musique. Je lui laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Je vais un petit peu revenir sur ce que Mathieu vient de dire, parce que je pense que je vais essayer en tout cas de faire une présentation qui sera plus poétique, un gros mot qu'on emploie à l'université, plutôt qu'esthétique. C'est-à-dire que je vais parler de choses très pragmatiques, de l'atelier et de la question, à savoir est-ce que bruit va me permettre, si j'y pense, de faire un travail artistique et un travail sonore. Et j'ai bien failli faire une conférence silencieuse aujourd'hui parce que je vous avoue que à regarder le sol de l'atelier, pour moi, bruit était absolument pas un problème. Et non seulement il n'était pas un problème, mais en plus il ne me donnait absolument pas l'occasion de me mettre au travail et puis de faire une proposition sonore. Bruit, pour moi, n'a jamais été jamais questionné. Et pourtant, il me semble que ce qui était un petit peu problématique pour moi, c'est que c'était toute ma lignée artistique, c'est-à-dire toutes mes références artistiques qui pourtant font partie d'une musique qu'on pourrait appeler bruitiste, hein, et c'est qui va me servir un petit peu de corpus pour la démonstration, pour ce que je vais dire après. C'est-à-dire que la musique qui irait de la musique concrète en passant par John Cage, en passant par la musique post-industrielle, la musique industrielle, toutes ces musiques qu'on a citées tout à l'heure au départ. Bruit, moi, le premier problème qu'il me posait déjà, c'était simplement, dans la mesure où j'écoute un son, on l'a vu d'ailleurs en citation tout à l'heure, dans la mesure où j'écoute un son et où il m'intéresse, il est plus bruit, et donc du coup, il est son, et on se retrouve face à un espèce de paradoxe, comme l'art contemporain et l'art sonore en possèdent beaucoup, une forme de paradoxe qui fait qu'on déplace simplement une frontière subjective entre ce qui est du son et ce qui est du bruit. Ce qui m'ennuyait un peu plus, c'est que le bruit, ce son qu'on appelait bruit, se construisait comme un événement, c'est-à-dire comme quelque chose qui se détache, qui fait saillie, non, c'est bon, ça marche, qui fait saillie du cours des choses, et qui, pour moi, est du coup une forme absolument antiplastique, c'est-à-dire quelque chose qui, comme événement, se transcende toute explication simplement causale et appelle le secours d'une interprétation. Donc pour moi, le bruit était antiplastique, c'est-à-dire qu'il éliminait d'office l'idée de procès, de transformation, de mutation, de champ de force, et donc il apparaissait plutôt comme le lieu plutôt d'un jeu de langage, et pas du tout dans l'atelier comme quelque chose qui allait être pertinent et qui allait constituer une figure, c'est-à-dire quelque chose qui allait me permettre de me remettre au travail, quoi. Donc le langage un peu épiphanique qui s'engage dès qu'il est question de bruit. Le bruit devient quelque chose qui est à déchiffrer. Et moi, ma question, et la question que j'avais envie de poser aujourd'hui, c'était de savoir s'il était encore pertinent de penser le bruit dans une démarche artistique de façon générale, et si, comme on l'a cité plusieurs fois aujourd'hui, Throbbing Gristle avait dit que le bruit permettait de proposer une musique industrielle pour un peuple industriel, est-ce qu'aujourd'hui,
bruit peut porter à lui seul une musique ou un travail sonore post-industriel, post-capitaliste, dans une économie de marché globale et généralisée, pour un peuple qui serait post-industriel, post-capitaliste, dans une économie de marché global et généralisé. Alors, j'ai pris une définition très classique du bruit, que j'ai trouvée chez Murray Schafer, qu'on va poser comme élément de base, et qui insiste tout de suite sur la nuance de sens, ces termes, la nuance de sens liée au mot bruit, le bruit comme son indésirable, ou le bruit, donc deuxième définition dans sa nuance de sens, comme sons non musicaux, 3, tout son fort, et 4, la perturbation dans tout système de signalisation. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et il se trouve que, effectivement, l'étymologie trouble du mot bruit lui confère une polyphonie. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on arriverait avec ce bruit le mot bruit serait un signe à fonction seconde, pour reprendre les termes d'Umberto Eco, dans lesquels il y aurait un second niveau de connotation qui viendrait coaguler autour du bruit et donc de sa pratique. Alors voici, globalement, en recentrant sur la pratique, faire apparaître deux bruits qui seraient le bruit empirique, celui qui serait à la fois proposé dans une pratique sonore quelconque, et puis un bruit idéal qui serait là pour, comme horizon, alors du coup je vais développer cette partie-là, comme horizon choisi par l'artiste, c'est-à-dire l'artiste qui décide de faire du bruit, empiriquement. Il a en tête un bruit idéal, et ce bruit idéal, on aurait un premier réseau de connotation, enfin de signification, informe, pure énergie et pure percept. Tout ça est pris en fait à la fois sur la lignée artistique qui est la mienne, mais aussi sur une lexicométrie qui aurait été appliquée un peu sommairement, mais sur les propositions faites pour ce colloque. Donc on a un deuxième réseau, et surtout pour moi ce qui m'intéresse, c'est de faire apparaître le bruit empirique avec un bruit idéal. Alors pour essayer de saisir où est-ce que se trouve ce bruit idéal, et essayer de voir comment il se construit, je vous propose un petit tableau pour rentrer dans le vif du sujet, si on veut, qui reprend donc le centre en partie rouge. Alors c'est pas tout à fait un schéma linéaire, hein. La partie rouge qui serait la pratique, donner, recevoir, détruire, et puis qui s'infuse à tous les niveaux de l'écosystème de la pratique artistique. Et puis on aurait donc l'horizon substantiel du contenu vers le haut, où vous verriez apparaître donc l'auditeur-spectateur idéal, et c'est pour lui qu'on imagine qu'on va construire ce bruit. Et puis évidemment toute la partie inférieure qui est, tout en prenant en compte la circonstance d'émission, donc empirique scénarisée, pour laquelle nous on choisira pour la suite, on choisira de prendre les pratiques sonores en situation de performance, donc une forme de concert assez classique. Donc toute la partie du bas qui est notée sensible, et où on voit symboliquement le petit OE dans le coin à gauche, qui serait donc ce qui est perçu de l'œuvre. Donc si je déplace ce petit tableau dans une nouvelle forme de maillage, la pratique donc est résumée, et puis donc j'ai remis à la fois le bruit idéal vers le haut, et puis ces bruits empiriques entre guillemets, donc c'est ceux qui sont proposés en situation de concert, donc qui est l'entrée que j'ai choisie pour la suite. Je me suis donc interrogé pour essayer de mieux comprendre s'il y avait un horizon comme ça qui serait ce bruit idéal, à partir des fonctions sémiotiques, c'est-à-dire à partir de tous les écarts qui, dans la pratique, instaurent une volonté communicative à un auditeur idéal, évidemment d'abord. Donc sur un tableau comme celui-ci, qui n'est pas tout à fait... Donc, vous ne voyez pas le haut.
En haut, donc, c'est les... en fait, vous avez de part en part le bruit empirique qui serait sur la partie gauche, le bruit idéal, en tout cas son approche par touches successives qui serait sur la partie droite. Au centre, tous les écarts que nécessite la pratique en fonction de ce qu'on peut dire. Et puis une partie qui permet, selon moi, de lire plus rapidement le tableau, parce que du coup, on a des espèces de tags qui permettent de savoir quels sont les territoires et les genres concernés. Du coup, en analysant ces pratiques, j'ai fait apparaître, du côté du bruit empirique, 3 grandes catégories de bruit, qui seraient donc le bruit inouï, le bruit de la défaillance technologique et le bruit écrit. Et puis en face, donc, toutes les justifications esthétiques, c'est-à-dire celles qui ne relèvent pas, enfin qui mettent en mouvement les pratiques. Et donc je me suis aperçu, j'ai constaté que on pouvait de ce fait trouver 2 bruits et dont un troisième peut-être que je vous donnerai en fin et comme ouverture possible. Et donc ce bruit idéal, ces bruits, j'ai cherché à les définir, en tout cas les approcher par leurs 3 faces, qui seraient un percept, un affect et un concept. Et le premier, c'est le bruit concret, dont le percept serait le concret sonore. Tout ça lié en fait, l'exemple là, c'est l'exemple classique, l'exemple plutôt issu de la musique classique et de la musique contemporaine. C'est le changement de paradigme dont on trouve des déploiements possibles du côté du field recording jusqu'au spectralisme comme réécriture de bruit. C'est le Wolfgang Schönberger, donc c'est le mot que j'ai mis sur le côté droit. C'est le modèle, en fait c'est le changement de paradigme au sens où le modèle à imiter s'est déplacé et il n'est plus la sonorité pure ou la fréquence pure pythagoricienne, mais là plutôt le bruit a été intégré, quoi. On a déplacé le curseur sur les choses à imiter. Ça reste une perspective classique de la mimésis, hein, mais là-dessus on y reviendra tout à l'heure. Le deuxième, donc, qui serait plutôt lié à ce dont on en a parlé à l'instant et puis dans la communication précédente, c'est un bruit pour lequel j'ai 2 noms, mais celui que j'ai retenu là pour l'instant c'est pharmacon, c'est-à-dire le bruit comme à la fois le remède et le poison, dont les prémices seraient dans le manifeste de Luigi Russolo. Et puis on retrouve cette idée de pharmacon, puis on vient de le voir très précisément là maintenant, dans la musique industrielle, et dans les différents textes et formes que vous avez pu découvrir déjà. Une mise en valeur de l'énergie négative du bruit, une mise en avant comme une sortie possible de la civilisation donnée dans laquelle la production bruitiste a lieu. On peut trouver, alors du coup j'ai Industrial Music for Industrial People de Strubing Crystal, rentrerait un peu dans cette forme, hein, c'est-à-dire le percept qui serait supposé être un pur percept du bruit, le bruit qui serait lui-même le bruit de la société lui-même, on reviendra sur cette idée, et puis dans le concept, donc l'idée c'est une remise en question des valeurs de la société. Bon. On trouve des choses comme ça dans le texte de Russolo lui-même, mais j'ai aussi, du côté de Romain Perrault, des choses qui ressemblent à refuser en masse. Hein, je vous cite par exemple, on trouve beaucoup de manifestes sur son site. Refuser en masse la vie contemporaine, promu et prôné, comportement juste se trouve dans le bruit et le repli. Donc l'idée que dans ce bruit, on entraîne une thérapie qui est aussi une thérapie de la société. Mais pas seulement. Parce que dans une pratique bruitiste, et notamment du côté de la musique industrielle et de la musique noise, on aurait une forme
une forme qu'on pourrait appeler aussi un bruit qui serait pas seulement pharmacon, mais qui serait aussi un bruit eidolon, un mot grec pour dire image, mais avec l'idée qu'il y a un procès dans cette image, dans l'idée que c'est le bruit de la société lui-même qui est présenté, comme s'il s'agissait de on présente le bruit lui-même. Et dans la négation de l'environnement sonore proche au profit d'une réalité acoustique saturée et un niveau sonore élevé, qu'implique alors du coup, là vous avez un modèle de forme performative de la musique classique occidentale, donc énergie musculaire, lecture de la partition, qui entraîne un jeu sur un corps sonore, et puis l'ensemble pour une réalité acoustique qui est un moment privilégié d'un point de vue esthétique, dans une forme qui serait plutôt liée dans une performance bruitiste, mais au sens très large. On peut avoir deux possibilités. Énergie musculaire théâtralisée sur un corps sonore pour une réalité acoustique, et la zone grise montre que d'un point de vue esthétique, ça prend beaucoup d'importance. Ou l'autre version, qui concerne le corps sonore. Alors ici, par exemple, dans le circuit bending ou dans l'installation sonore de façon générale, c'est le corps sonore on détourne l'objet à une valeur suffisamment importante pour prendre le dessus et pour être mis en avant dans la performance, autant que l'énergie musculaire. Évidemment, il s'agit de schémas, donc c'est jamais soit l'un soit l'autre, hein, c'est les deux, très souvent. Ou je pense à des performances où on a recours, par exemple ici, à des capteurs sur les muscles, sur des choses qu'on se glisse dans la bouche, ou alors même simplement dans une énergie qui serait communicative. Du coup, dans cette forme de performance, on aurait quelque chose qu'on pourrait rapprocher du théâtre d'objets ou du théâtre d'effigie. C'est aussi pour ça que le bruit pharmacon pourrait être aussi un bruit eidolon. C'est-à-dire que la manipulation des objets en présence sont aussi importantes que la réalité acoustique elle-même. Et du coup, je me suis souvenu que, en prenant un peu un cliché de l'art sonore, c'est la pièce de John Cage sur les 4 minutes 33 de silence, où là, au contraire, l'énergie musculaire est égale à 0. Hein, David Tudor ouvre et ferme le couvercle du piano dans sa version, dans son interprétation. Le corps sonore est laissé tel quel, et c'est le son de l'espace environnant, donc les bruits de l'espace environnant qui sont révélés et qui seraient du coup pas du tout les formes qui sont ici présentées. Dans la mesure où on a parlé d'immersion, on a parlé de volume sonore, et donc la réalité acoustique, en tout cas la réalité de l'espace environnant, et donc de l'écosystème en partie est effacé par l'immersion et par le volume sonore. Et donc du coup, je me demandais si on ne pouvait pas faire apparaître un troisième bruit, qui serait mon bruit idéal à moi, c'est-à-dire en tout cas celui peut-être... alors forcément il est en cours d'écriture. Un bruit que j'appellerais fade, parce que en référence à un texte que j'avais écrit sur les modalités d'apparition de l'objet sonore, et où dans les trois modalités, donc les trois objets sonores qui me paraissent être différents, il y en a un qui suppose une position fade, c'est-à-dire que le percept ne serait pas pur mais neutre, que l'affect serait de ce fait du coup non orienté, et le concept serait plutôt dans une réécriture, dans quelque chose qui serait plus proche de la plasticité telle que je l'ai décrite au début. Et pour terminer, c'est ce bruit-là que je vais tenter d'invoquer
juste après, dans la performance que je m'apprête à faire au studio son. Voilà, je vous invite à venir, évidemment. À passer, en tout cas. Ça dure 2 heures. Merci.